1955, voyage triomphal du roi Baudouin au Congo. Pour la première fois, un jeune roi de 25 ans découvrait la population congolaise et cet immense empire gagné à force d'astuce et de génie par son arrière-grand-oncle Léopold II, qui lui-même ne mit jamais les pieds au Congo. On croyait alors à une sorte d'union belgo-congolaise sous l'égide de la couronne. Et pourtant, 1955, c'était déjà le commencement de la fin de l'apogée coloniale. Les profits allaient diminuer, le Congo allait coûter cher à la Belgique. Ces éléments financiers ne seront pas étrangers au processus de décolonisation accéléré. Le Congo était le pays le plus industrialisé d'Afrique, avec, pour corollaire, un prolétariat industriel important, une urbanisation accélérée, un exode rural qui mettait en péril la société traditionnelle. Des faits dont il eût fallu tenir compte, d'autant plus que dans le même temps, les Congolais n'avaient aucun droit politique. Largement subsidiées et possédant souvent d'immenses concessions de terre, les missions catholiques avaient aussi le monopole de l'enseignement. À vrai dire, c'est aussi grâce aux missions que le Congo était le pays le plus alphabétisé d'Afrique. Malgré leurs privilèges, quelquefois exorbitants, c'est dans les milieux catholiques que sont nés les premiers griefs contre le régime colonial. Une déclaration des évêques, le plan d'émancipation de 30 ans du professeur Van Bilsen et le manifeste de conscience africaine proclamant que la couleur de la peau ne confère aucun privilège. Il eut enfin le manifeste de l'Abaco qui parlait pour la première fois d'indépendance. Et pendant ce temps, on continuait à montrer un Congo idyllique où il ne se passait rien. Les images et les commentaires sont d'époque. Samboma, sur un plateau à 570 mètres d'altitude, les religieuses du Sacré-Cœur ont ouvert en 1946 un pensionnat pour jeunes filles noires et mulâtresses. Ce sont les dernières minutes d'une douce nuit de repos auxquelles la cloche du réveil vient mettre fin. Et bientôt, c'est le grand bal général. La journée commence par la toilette. Tous les principes d'hygiène corporelle sont enseignés aux fillettes. L'enseignement est donné par les religieuses du Sacré-Cœur. Un diplôme de fin d'études est délivré à la fin de la 6e année. Chaque jour, l'horaire comporte un cours d'éducation physique, suivi avec un fervent enthousiasme par tous les élèves. L'établissement possède aussi une section ménagère où les jeunes filles sont initiées à tous les travaux de la cuisine et du ménage. Le lessivage et le repassage n'auront pour elles plus de secrets. C'est en plein air, dans la cour du pensionnat, au milieu d'un décor de paradis terrestre, que souvent les élèves prennent leur repas. La gaieté, la bonne humeur, la joie et le plaisir de vivre se lisent sur tous ces jeunes visages qui respirent la santé. Rendons-nous compte des difficultés vaincues, des obstacles franchis. La dernière école en date vient d'être établie chez les Pygmées en pleine forêt équatoriale. Elle présente encore, comme la plupart des autres fondations à leur début, l'aspect rudimentaire de constructions en pisé sous toit de chaume.
trois frères décidés, organisateurs nés, alertes et joyeux, ébauchent des plans d'avenir dans une brousse sauvage brûlée par le soleil des tropiques. Ils font la classe en plein air, accueillant une troupe de petits bonshommes déguenillés, mais avides d'apprendre, et qui abandonneront bientôt leurs arcs et leurs chasses pour se plonger dans les livres. Des transformations merveilleuses s'opèrent. Ces enfants, hier incultes et sauvages à peine couverts d'un pagne, deviennent disciplinés, lisent, écrivent et calculent. Pour faire régner l'ordre dans ce territoire grand comme 80 fois la Belgique, la force publique, c'est-à-dire 24 000 soldats et gradés congolais, 1000 officiers et sous-officiers blancs. Faute d'avoir africanisé les cadres, fût-ce modérément, la force publique, quelques années plus tard, précipitera le Congo dans le chaos. Ce sera la mutinerie de 1960. Avril 1958, c'est l'exposition universelle de Bruxelles. C'est la grande vitrine d'abondance offerte au monde. 1958, en Afrique, c'est déjà un immense mouvement vers l'indépendance. Quoi qu'il en soit, à l'Expo de Bruxelles, il y avait un pavillon du Congo et 500 Congolais soigneusement sélectionnés. Un de ces Congolais va nous raconter bien gentiment ce qu'il a vu. Pour la plupart, c'était leur premier séjour en Europe. Comme vous le voyez, le roi Baudouin vient d'arriver. Il y a beaucoup de monde qui l'acclame dans l'avenue du Congo où il se trouve maintenant. Les Congolais en particulier étaient très contents ces jours-là de revoir Bwana Kitoko. Ils sont joyeux et tous sont bien habillés. À part les 500 Congolais qui travaillaient dans la section, d'autres également visitèrent l'exposition en qualité de touristes. Beaucoup se firent accompagnés de leurs femmes. Un couple congolais va faire un tour de l'exposition en pouce-pouce. Les voilà en route. Ils sont souriants et très curieux des belles choses qu'ils voient autour d'eux. 4 janvier 1959, émeute à Léopoldville, c'est la fin d'un rêve et d'un mythe. À l'occasion d'un meeting de la BACO, interdit par les autorités, la foule se déchaîne. Ce seront des scènes de pillage et de destruction. Pour la première fois, il y aura des cris de haine à l'égard des Européens. Le chef de la BACO est arrêté. Joseph Kasavubu, le roi Kaza, comme l'appelaient ses fidèles Bakongo, avait alors 42 ans. Formé au grand séminaire de Kabwe, il en avait gardé une certaine onction ecclésiastique. Il sera libéré 3 mois plus tard et sera très bientôt le premier président de la République congolaise. Explication nuancée du ministre du Congo belge et du Rwanda, Urundi. Il y a tout d'abord l'état d'âme des populations congolaises. Il y a les conditions de vie, les conditions de rémunération, le chômage. Et le chômage a une répercussion énorme parce que cela ne permet plus à ceux qui travaillent de soutenir et de subvenir aux besoins des membres de leur famille, et ils sont très nombreux au Congo, qui viennent vivre à leurs dépens dans les grands centres.
C'est surtout ça le fond du problème. J'ai déjà eu l'occasion de le dire au Parlement et je crois que je ne me suis pas trompé. C'est là la base du malaise. 13 janvier 1959, le roi promet l'indépendance. Notre ferme résolution est aujourd'hui de conduire sans atermoiement funeste, mais sans précipitation inconsidérée, les populations congolaises à l'indépendance dans la prospérité et la paix. Au Congo, le mot indépendance devenait un mot magique. Les partis politiques s'organisent, deux leaders vont dominer la scène politique congolaise, Joseph Kasavubu et Patrice Lumumba. Entre les deux hommes, il y a bien souvent une surenchère nationaliste. Patrice Lumumba a 34 ans. Avec son mouvement national congolais, il est déjà candidat au pouvoir. Ancien commis des postes à Stanleyville, c'est un tribun remarquable. Il n'hésite pas à prononcer des discours violemment anti-blancs. Nous l'avions rencontré pour la première fois en mai 59. Lumumba exigeait alors un gouvernement congolais pour 1961, gouvernement qui aurait décidé de la date de l'indépendance. La Belgique a reconnu les droits du Congo à l'indépendance. Il ne suffit pas de reconnaître notre vocation à l'indépendance. Il nous faut des actes concrets. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé au dernier congrès de Luabourg de constituer un gouvernement congolais pour le mois de janvier 1961. La population a accueilli avec satisfaction la déclaration royale et la déclaration gouvernementale. Seulement, le peuple congolais désire une date précise pour l'indépendance du Congo. Pour résumer, les étapes, d'après vous, transition jusqu'en 1961. En 1961, premier gouvernement congolais qui peut-être proclamerait alors à ce moment-là l'indépendance, c'est cela? C'est évident parce que ce gouvernement, une fois constitué, le gouvernement qui sera l'émanation du peuple, c'est ce gouvernement qui décidera de l'indépendance totale ou des liens éventuels qu'il pourrait entretenir avec la Belgique. Je profite de mon passage à Bruxelles pour rendre un particulier hommage à Sa Majesté le roi Baudouin. Sa Majesté a sanctionné la déclaration gouvernementale et le message royal a été accepté, accueilli avec enthousiasme au Congo. Si Léopold II est considéré comme le roi bâtisseur qui a permis à la Belgique d'avoir une colonie au Congo, Sa Majesté le roi Baudouin doit être considéré comme le roi libérateur qui aura permis au Congo d'obtenir son indépendance. Et je fais appel à tous les Belges, à tous mes frères, pour que tous ensemble, nous soyons entourés autour de cette volonté royale pour que l'indépendance du Congo soit concrète et se réalise dans le calme et dans la concorde de nos esprits et pour les biens supérieurs de la Belgique et du Congo. Fin 1959, nouveau voyage du roi au Congo. Le souverain veut s'informer sur place du désir des populations et de la bonne marche vers l'indépendance. Mais cette fois, ce n'est plus un voyage triomphal. Seuls les Blancs lui feront bon accueil. Les Congolais sont impatients. Le roi avait promis l'indépendance sans précipitation inconsidérée, mais sans atermoiement funeste. Pour les Congolais, il leur semble qu'il y a davantage d'atermoiement que de précipitation. Pendant ce temps, à Bruxelles, on change de ministre du Congo. M. de Scrève succède à M. Van Emmelrijk. Et au Congo, l'africanisation est plus que timide. Au moment de l'indépendance, il n'y aura pas un seul agent territorial noir préparé et formé.
janvier 1960, finalement la table ronde, exigée par les partis congolais, aura lieu à Bruxelles. Flottement au début, les délégués congolais d'une bonne douzaine de partis politiques ne savaient quelle attitude adopter. Dans la coulisse, il y avait la multitude de conseillers européens plus ou moins occultes, il y avait les observateurs des milieux financiers au carnet de chèques largement ouvert. Lumumba, qui avait été emprisonné à Stanleyville pour incitation à émeute, avait été relâché pour pouvoir participer à la table ronde. Finalement, les délégués congolais présentent un front uni. La date de l'indépendance est fixée au 30 juin 1960. La loi fondamentale pour le Congo sera une copie conforme de la Constitution belge. Le Congo devait être unitaire. On avait négligé, un peu hâtivement sans doute, certaines aspirations fédéralistes. Les discours étaient à l'optimisme, une seule voix un peu discordante, celle du sénateur socialiste Henri Rollin, qui répondra en quelque sorte à Lumumba. La Belgique a compris les prix que nous attachons à notre liberté et à notre dignité humaine. Elle a compris que le peuple congolais ne lui est pas hostile, mais qu'il réclamait simplement l'abolition du statut colonial qui faisait la honte du XXe siècle. Nous aurions souhaité, dans votre intérêt, qu'il y ait des étapes successives afin que, graduellement, avec le maximum de sûreté, vous puissiez vous familiariser avec les responsabilités en les assumant partiellement tous les ans davantage. Vous nous avez dit que c'était impossible et nous avons reconnu qu'il en était ainsi. Les Congolais ne cachaient pas leur joie. L'indépendance au 30 juin, qu'elle serait belle la République après la souveraineté belge. Et puis, les politiciens n'avaient-ils pas répété « indépendance égale abondance ». Quelques blancs, plus lucides que d'autres, ne partageaient pas l'optimisme officiel. Ils savaient qu'au 30 juin 1960, il y aurait au sommet un président et des ministres, mais en dessous, rien. Pas d'administration noire, pas de cadre noir. Antoine Saint-Train, administrateur territorial dans le Bas-Congo, était de ceux-là. Avec André Reikmans, son adjoint qui payera de sa vie le pari congolais, il lancera des messages d'inquiétude. Non, disait-il, la force publique n'est pas sûre. Non, l'africanisation des cadres n'existe pas. Le 30 juin risque de mal tourner. C'est de certains, on a voulu jouer un peu à la roulette en se convainquant que tout allait se passer pour le mieux, sans vouloir voir qu'une des aspirations des Africains était quand même d'abord de prendre les responsabilités et d'assurer la gestion des affaires qui les concernaient les plus directement, non pas au sommet à Léopoldville, mais au niveau des secteurs, des chefferies, des territoires. Il y avait surtout du côté belge un souci de respecter un certain nombre de structures belges sans se rendre compte des réalités africaines. On a voulu avoir des agents territoriaux nécessairement titulaires d'un diplôme d'humanité gréco-latine, avoir des administrateurs de territoire, des administrateurs assistants titulaires d'un diplôme universitaire, alors qu'on aurait pu trouver un certain nombre de cadres intermédiaires bien formés sur le terrain, dans la pratique, et qui auraient pu assumer leurs fonctions dans de bonnes conditions. Il en était exactement de même en ce qui concerne les fonctions à l'armée, à la force publique. Je crois qu'il y a pas mal de vieux adjudants, de sergents-majors qui auraient pu assumer des fonctions d'officiers sans aucune difficulté. On a dû refuser parce qu'ils n'avaient pas fait l'école militaire, parce qu'ils n'avaient pas de diplôme. Enfin, vous connaissez une série de schémas qui consistent à dire que quelqu'un pour occuper certaines fonctions doit nécessairement avoir tel type de formation correspondant à telle catégorie de diplôme et de qualification. Quoi qu'il en soit, le 23 juin 1960, le gouvernement de Patrice Lumumba obtient l'investiture de justesse avec 74 voix sur 137 sièges. Patrice Lumumba triomphe. Son destin politique sera de courte durée. Il n'aura plus que 200 jours à vivre avant d'être assassiné au Katanga.
Au nom de mes collègues, je remercie sincèrement les honorables députés pour la confiance qu'ils viennent de nous faire. Nous avons commencé aujourd'hui l'apprentissage de la démocratie que nous avons toujours souhaité. Et bien que nous avons la majorité, nous allons toujours respecter l'opinion de la majorité, de la minorité. Nous avons l'honneur de présenter devant le Parlement du Congo les premiers gouvernements congolais où un gouvernement démocratique s'installe, où la justice s'établit, où chacun jouit désormais de sa liberté totale, où le soleil rejaillit dans ce pays pour faire place à l'obscurantisme séculaire du régime colonial, de crier avec moi, vive le Congo indépendant, vive le Congo uni, vive la liberté. Dans le gouvernement de Lumumba, 2 absents de poids, Moïse Tshombe et Albert Kalonji. 23 ministres et 9 secrétaires d'État, dont Joseph Désiré Mobutu, quelques noms qui vont peser lourd dans les mois à venir, Gizenga, Beignet et Moulele. Quant au président de la République, il feint la surprise d'avoir été plébiscité. Ce n'est pas sans émotion que je vous remercie pour cette marque de sympathie. Je vous assure que je ne m'y attendais pas. Faites cette confiance est pour moi la meilleure garantie pour mener ce Congo à sa destinée. 29 juin 1960, un roi et un président de la République, c'est la fin de la souveraineté belge au Congo. Incident qui sera interprété par la foule congolaise comme un mauvais présage, un exalté vole le sabre du roi, le sabre symbole de l'autorité. C'était un peu voler la puissance du blanc, même si ce n'était plus nécessaire, puisque le blanc avait donné l'indépendance. Le protocole suit son cours. Il y aura cependant une autre surprise, un discours non prévu du Premier ministre Lumumba, discours dans lequel il dira « Nous avons connu les ironies, les insultes et les coups ». D'abord l'allocution du roi qui rend hommage aux colonisateurs. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Elle marque une heure décisive dans les destinées, non seulement du Congo lui-même, mais je n'hésite pas à l'affirmer, de l'Afrique tout entière. Pendant 80 ans, la Belgique a envoyé sur votre sol les meilleurs de ses fils. D'abord, pour délivrer le bassin du Congo de l'odieux trafic esclavagiste qui décimait ses populations. Ensuite, pour rapprocher les unes des autres les ethnies qui jadis ennemies s'apprêtent à constituer ensemble le plus grand des États indépendants d'Afrique. Enfin, pour appeler à une vie plus heureuse les diverses régions du Congo que vous représentez ici, unies en un même Parlement. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs
Une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les vous honorables étaient réservés aux seuls blancs. Il nous était impossible d'accepter ce discours, et le ministre des Affaires étrangères de Belgique, M. Vigny, et le ministre des Affaires étrangères de la République du Congo, M. Bomboko, ont négocié un texte que M. Lumumba acceptait qu'il allait prononcer. Et voilà qu'au cours du repas, et j'étais assis à côté de lui, et m'ayant parlé de l'incident, au sujet duquel je tenais à lui dire que nous ne pouvions en aucun cas accepter ses paroles, il m'a semblé assez surpris. Il m'a dit comment c'est ainsi que les Belges comprennent les choses. Eh bien, je vais rectifier. Et le toast sur lequel on s'était mis d'accord, donc je dirais volontiers la conversation diplomatique, cette fois-ci ayant amené un texte précis, n'a pas été prononcé par M. Lumumba, parce qu'il a modifié pendant qu'il mangeait encore, et au moment de le prononcer, il a ajouté quelques phrases supplémentaires qui étaient tout à fait à l'éloge de la Belgique, dans lesquelles il rappelait le souvenir de Léopold II, le premier souverain du Congo indépendant, disait-il. Ou bien dans lequel il ajoutait que Léopoldville était une construction merveilleuse, qui étonnait le monde entier, qui était due essentiellement aux Belges. Ou bien cette indépendance que la Belgique avait accordée, totale, et au sujet de laquelle ils étaient extrêmement heureux. En ce 30 juin, l'heure était aux festivités, l'amitié belgo-congolaise était au beau fixe. Elle durera 15 jours, jusqu'au 14 juillet, date de la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays. Entre Kasavubu et Lumumba, une amitié vigilante qui durera jusqu'au 5 septembre, date à laquelle Kasavubu révoquera le Premier ministre. De la force publique, son commandant en chef, le général Janssens, avait dit qu'elle était celle sur qui le Congo peut toujours compter. 5 jours plus tard, cette force publique se mutinera et précipitera le Congo dans le chaos. Dans cette force publique, pas un seul officier noir. Notre action actuelle et future est la prolongation de notre action dans le passé. Nous avons servi le vieil État indépendant de Léopold II, né en 1885. Nous avons défendu le Congo belge de 1908 et nous mettrons nos cœurs et nos bras à la disposition du nouvel État indépendant de 1960. La fête est finie, c'est une explosion de lutte tribale et de grève sauvage. La force publique, qui obéissait encore aux ordres, fait son métier de répression, non sans quelque brutalité. Les politiciens, écartés du pouvoir, n'étaient pas étrangers à toute cette agitation, mais il y avait aussi autre chose. L'indépendance n'était pas la même pour tous. Il y avait les ministres et leurs belles voitures héritées des Blancs. Il y avait le petit peuple qui ne gagnait pas plus qu'avant l'indépendance. Pour l'instant, les soldats de la force publique font leur métier, mais eux aussi seront bientôt déçus. Pas d'augmentation de soldes et des officiers blancs qui continuent à les commander. La mutinerie éclate le 5 juillet au camp Hardy à Taizville. Les officiers blancs seront emprisonnés, frappés, battus. Des dizaines de femmes européennes seront violées. Pour la première fois, les soldats vont s'en prendre aux blancs.
Les premiers Européens venus de Taizville racontent ce qu'ils ont subi. Les récits sont souvent dramatiques. À Léopoldville, où la force publique ne s'était pas encore mutinée, c'est la panique. 3000 Européens traversent le fleuve Congo et vont se réfugier à Brazzaville. Les troupes rebelles du camp Hardy sont venus me chercher à la maison. Je n'étais cependant qu'un civil. N'est-ce pas, ils m'ont amené dans un camion où ils m'ont offert un spectacle à travers la cité indigène de Taizville, battu à coups de crosse. J'ai été emmené après au camp militaire. N'est-ce pas, là ils se sont rendus compte que j'étais un civil. Ils se sont légèrement excusés en disant que je ne devais pas m'en faire. Et ensuite ils m'ont ramené chez moi. Le résultat, j'ai 2 côtes cassées. Ils ont fouillé la femme, alors on a descendu, on a dû descendre dehors, et là, à genoux. Dans le sable, parce que le ciment était trop propre. C'est ce que... Les femmes ont dû ouvrir leur corsage pour montrer si elles n'avaient pas d'armes sur elles. L'exode vers Brazzaville continue. Et à Léopoldville, le 5 juillet, le général Janssens, qui était encore commandant-chef de la force publique, disait à ses troupes « Je ne vous ai jamais rien promis. La force publique continue comme avant. » Le général écrit alors au tableau noir « Avant indépendance égale après indépendance ». Le général Janssens s'en explique quelques années plus tard. Ce que j'ai voulu dire, c'est très clair, c'est que pour un soldat, qu'il y ait indépendance ou qu'il n'y ait pas indépendance, il n'y a rien qui change, puisque le soldat doit toujours défendre son pays et y maintenir l'ordre. Et les soldats et les gradés l'ont très bien compris. Ils ont peut-être été étonnés, puisqu'ils étaient environnés de gens qui recevaient des prébendes, qui de commis des postes devenaient premiers ministres, qui de petits employés devenaient directeurs généraux, et eux pas. C'est difficile à comprendre et surtout à digérer, d'autant plus que c'était exploité par les leaders congolais. Mais il n'y a pas à changer à ce moment-là le processus d'africanisation qui était en cours devait être poursuivi et le soldat devait savoir, et j'aimais autant qu'il réagisse et qu'il craque à ce moment-là. Il aurait craqué 3 jours plus tard si je n'avais pas dit ça. 1 jour plus tard. Maintenant qu'il y ait eu 10 officiers noirs ou 20 officiers noirs, ça n'aurait absolument pas changé le cours des choses. À Bruxelles, l'opinion publique est touchée douloureusement. Ne lui avait-on pas dit que tout allait bien se passer? Avec le recul des années, on peut remarquer que le pays n'avait jamais vraiment été associé à l'œuvre coloniale. Il ne l'avait pas été davantage à la décolonisation. Au Congo, la mutinerie gagne les garnisons de proche en proche. Patrice Lumumba semblait lui aussi dépassé par les événements. Il faisait promesse sur promesse, à chacun de meilleurs soldes et un grade de plus. Mais cela ne suffisait pas. Lumumba se sépare alors du général Janssens, le remplace par un ancien infirmier militaire, le général Lundula, et désigne comme chef d'état-major un jeune homme de 30 ans, le colonel Joseph Désiré Mobutu. Vous savez comment se souvent présenté comme communiste, anti-blanc, anti-belge, l'homme qui veut détruire? Absolument pas. Je suis simplement un nationaliste, un leader nationaliste qui lutte pour un idéal. À Léo, le désordre est à son comble lorsque les mutins s'imaginent que les Russes ont débarqué et que les para-belges ne sont pas loin. Le colonel Van de Waal, qui était alors administrateur en chef de la sûreté, nous fait le récit d'un tournant décisif dans cette mutinerie, la journée du 10 juillet. On arrive à la journée du 10, et ça c'est la journée cruciale à mon avis qui va faire basculer tout le problème de la mutinerie. L'ambassadeur Van den Bos décide de faire procéder à une opération militaire sur Matadi. Il a été conseillé par le commandant des forces métropolitaines
Et le but est de rétablir la ligne de communication du Congo, de permettre l'approvisionnement régulier sans sabotage du port. La force navale et des forces métropolitaines montent l'affaire. Un détachement débarque à Matadi dans le port et un autre va à Ango. Mais les deux affaires ratent et les détachements sont obligés de rembarquer et de se replier sur la base à l'embouchure du fleuve. Il y a eu des victimes, bien entendu, parce que des avions sont intervenus, etc. Les opérateurs congolais de Matadi avaient entre-temps amplifié les événements. Ils avaient raconté qu'on massacrait les femmes, les enfants, les soldats, etc. Et tout ça a provoqué alors dans tout le Congo une effervescence dans toutes les garnisons, notamment dans la Tchouapa, à Mompono, à Burundi, à Djolou et à d'autres endroits. Pour les Congolais, c'était une attaque belge. C'était l'attaque, les Belges qui reprenaient ce qu'ils avaient donné. C'était l'attaque belge. De Léopoldville avait donné l'ordre au colonel Louis de Gonzague-Bobozo, qui commandait le camp de Tisville, d'envoyer des renforts à Matadi. Une colonne blindée est partie du camp de Tisville vers Matadi, mais elle a été attaquée en cours de route par des avions de la force aérienne belge, n'est-ce pas, et un blindé a été touché par une roquette et son équipage a été tué. Alors, ces gens tués ont été ramenés au camp de Tisville, ce qui a provoqué l'arrestation immédiate de tous les Européens du cadre et le début des sévices réellement terribles dont furent victimes les familles. Ce n'est que donc le 11, dans la nuit du 11 au 12, que ces sévices ont lieu. On a généralement une tendance à les placer avant l'événement, mais c'est après Matadi que ça se place. À votre avis, il n'aurait pas fallu intervenir de cette façon? C'est-à-dire qu'il ne fallait pas que les forces belges interviennent? À mon avis, leur intervention a provoqué ce qu'elle voulait éviter. Les Belges interviennent cependant pour sauver les Européens menacés. Les troupes belges interviendront une trentaine de fois. Entre-temps, la crise congolaise était devenue une affaire internationale. Le Conseil de sécurité, réuni le 13 juillet, demande le retrait des troupes belges et décide d'envoyer au Congo une force internationale, les Casques Bleus. 14 juillet, c'est la rupture des relations diplomatiques entre la Belgique et le Congo, et à Bruxelles, le Premier ministre Gaston Eskens justifie l'intervention militaire belge. Les interventions militaires de la Belgique au Congo sont effectivement et honnêtement des opérations qui sont faites uniquement pour protéger et pour sauver des vies humaines. Et dire le contraire, c'est déformer la vérité. Nous nous réjouissons du fait de voir les forces des troupes de l'ONU augmenter. M. Vigny a dit ils seront probablement à 9000. M. Hammarskjöld nous a confié que probablement dans quelques jours, on atteindra un total de 12 000. Tant mieux. Parce qu'il faut offrir et garantir cette protection au Congo. Dans ces pays qui, à la suite de l'anarchie organisée, probablement voulue par d'aucuns, sombrée en 3 semaines de temps, vraiment sombrée, il faut absolument offrir la protection si vraiment on veut obtenir non seulement la collaboration des Belges, mais la collaboration des Blancs en général. Et qui peut, messieurs, douter un seul instant que ce pays pourra seulement se relever avec la collaboration des Blancs. Le Katanga n'a pas échappé à la mutinerie de la force publique, ni au pillage par la population. 10 juillet, réaction rapide des forces métropolitaines belges. À Moscou, Nikita Khrouchtchev, le numéro 1 soviétique de l'époque, traite les Belges d'agresseurs. 11 juillet 1960, Moïse Tshombe, devant le chaos généralisé, dit-il, proclame la sécession du Katanga. Le Katanga deviendra un État indépendant avec son drapeau, sa monnaie et sa constitution. Cette indépendance durera 2 ans et demi. Nous maintenons absolument l'indépendance du Katanga. D'ailleurs, c'est la seule façon, n'est-ce pas, de sauver encore ce qui reste à sauver dans le reste du Congo. Si tout le monde, si les Occidentaux comprenaient, n'est-ce pas, ce que nous avons, ce que nous voulons nous autres, les Katangais, je crois qu'ils pourront sauver le reste du Congo. Pensez-vous que le Katanga indépendant est un État viable?
Certainement que oui, mais seulement on nous reproche, n'est-ce pas, que nous voulons conserver toutes nos richesses nous-mêmes. Ça, ce ne sera pas question. Nous voulons bien aider les autres États qui sont pauvres, mais, n'est-ce pas, quant aux affaires politiques du pays, nous voulons les conserver nous-mêmes. On parle de l'arrivée possible des troupes des Nations Unies au Katanga. Quelle est votre position sur cette... Notre position reste inchangée. Vous savez que nous avons, n'est-ce pas, au Katanga, il y a le calme qui règne partout ici au Katanga. Nous avons demandé, moi et mon gouvernement, nous avons demandé l'arrivée des troupes belges. Grâce à l'arrivée des troupes belges, que nous connaissons maintenant la paix au Katanga. Donc si les troupes des Nations Unies viennent ici au Congo, c'est pour apaiser. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'ils doivent venir ici au Katanga quand tout est calme. Oui, vous ne voyez pas pourquoi, mais si, malgré tout cela, il y a une décision qui intervient et que les troupes des Nations Unies arrivent tout de même et essaient tout de même d'atterrir au Katanga. Nous les empêcherons avec toutes nos forces. Mais possédez-vous des forces katangaises? Des forces katangaises, oui. Elles existent? Elles existent, oui. Donc en dehors des forces belges? En dehors des forces belges. Donc vous ne voulez pas des troupes des Nations Unies? Pas du tout, parce que si les troupes des Nations Unies arrivent ici, c'est pour troubler. Il y aura tout le monde qui vont quitter le Katanga et nous allons commencer à voir les chaos. Il semble que vous acceptiez maintenant la présence des forces des Nations Unies ici au Katanga, alors qu'auparavant vous rejetiez toute présence des troupes des Nations Unies, des casques bleus ici à Elisabethville. Vous savez que nous ne voulions pas que le Katanga, n'est-ce pas, soit un champ de bataille. Nous ne voulions pas que le Katanga donne la possibilité à une guerre mondiale. Officiellement, M. Marjol débarque à l'aéroport d'Elisabethville sans troupes, mais suivi à très bref délai de gardes du corps qui tous portent le casque bleu. Ils sont extrêmement nombreux, presque aussi nombreux que les soldats de l'armée katangaise, dont vous avez vu toutes les automitrailleuses alignées sur la piste. Accompagné de M. Tchombe, M. Amarjol ne peut s'empêcher d'identifier un drapeau qu'officiellement il ne connaît pas. Et c'est l'arrivée des troupes de l'ONU, le début de la mise en application de la résolution du Conseil de sécurité. M. H a réaffirmé que les troupes de l'ONU n'interviendraient pas dans les différends intérieurs entre les Katangais et les Congolais. Tout se passera sans heurts, tandis que dans le reste de notre ancienne colonie, les frictions commencent à se multiplier entre les casques bleus et les soldats de M. Lumumba. Mais ceci cesse d'être du ressort de la Belgique. Ultime parade des troupes belges, place de l'Étoile. Anciens combattants noirs. Monument aux morts. Le général Van Horn, commandant des troupes de l'ONU, le comte d'Apremont-Linden, c'est la fin d'une forme de la présence belge en Afrique. Image de départ, seconde phase d'un pont aérien commencé le mois dernier sous de sinistres auspices. Mais le Congo des années 60, c'est avant tout le drame. Pour la première fois, on verra apparaître au Katanga les fameux mercenaires, les affreux, comme ils s'appelaient eux-mêmes. Le Katanga indépendant a besoin d'eux pour faire face à deux dangers menaçants, l'armée nationale congolaise et surtout la rébellion des Baluba armés qui occupent tout le nord Katanga.
Aux Nations Unies, on condamne ce type d'opération. Et de résolution en résolution, on aboutira à celle du 21 février 1961 qui proclame l'unité du Congo, condamne la guerre civile et admet que les casques bleus puissent intervenir par la force s'il le faut. Et pendant ce temps, c'est la guerre, souvent cruelle, des morts anonymes dans la brousse, tout un peuple pour qui l'indépendance signifiera deuil et souffrance. Il y aura encore bien d'autres guerres et bien d'autres souffrances. À Léopoldville, c'est le vide politique. Partisans et adversaires de Lumumba s'affrontent. Le Premier ministre ne gère plus que le chaos. Pour Lumumba, c'est la fuite en avant. Il accuse les Belges, il accuse les Américains. Devant l'ampleur du désastre, un homme simple mais rusé, un père tranquille dont on ne soupçonnait pas la vigueur, va prendre le 5 septembre 1960 une décision historique. Le président Kasavubu destitue le Premier ministre Lumumba. Nous avons évoqué, conformément à l'article 22 de la loi fondamentale, le Premier ministre, M. Patrice Lumumba, et certains autres ministres. Patrice Lumumba, placé en résidence surveillée, tente de s'enfuir vers Stanleyville. Il est arrêté. Patrice Lumumba vient d'avoir 35 ans. Il aurait été Premier ministre pendant 5 mois. Brutalement frappé, insulté, on lui crache la haine au visage. Il sait qu'il va mourir. Il n'a plus que quelques jours à vivre. Malheur aux vaincus. Patrice Lumumba est envoyé au Katanga le 17 janvier 1961. Il sera assassiné le jour même. Patrice Lumumba entre dans la légende nationaliste. La version officielle de la fuite de Lumumba et de ses co-détenus et de leur assassinat par des villageois n'avait trompé personne au Katanga. Certes, des villageois étaient bienvenus à Elisabethville pour toucher la récompense. Certes, des certificats de décès avaient été distribués, mais personne n'était dupe. L'assassinat de Lumumba, pire qu'un crime, une faute politique, allait coller à la peau de Tshombe. En 1964, pour se dédouaner, Tshombe dira qu'il avait vu un Lumumba mourant. En 1961, il nous disait n'avoir jamais vu Lumumba. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir Patrice Lumumba lors de son transfert de Léopoldville à Éville le 17 janvier dernier? Non, je ne me suis jamais occupé de lui. Quelles peuvent être, à votre avis, les répercussions au Congo et singulièrement au Katanga à l'annonce de la mort de Patrice Lumumba? Comme vous savez, n'est-ce pas, au Katanga, les gens ont fêté. 14 septembre 1960, à Léopoldville, un jeune colonel de 30 ans fait son premier coup d'État. Mobutu neutralise tous les politiciens, y compris Kasavubu et Lumumba. Il place au pouvoir de jeunes universitaires. C'est l'éphémère collège des commissaires généraux. Les ambassades soviétiques et tchécoslovaques sont fermées. Mobutu fait l'apprentissage du pouvoir. La province orientale, Stanleyville, comme le Katanga, fait aussi cavalier seul. Les héritiers politiques de Patrice Lumumba forment un gouvernement présidé par Antoine Gizenga. La province orientale subissait un blocus économique grave. Les bateaux chargés de marchandises ne remontaient plus le fleuve de Léo à Stan. Les Européens travaillaient vaille que vaille, les usines tournaient lorsqu'il y avait du mazout.
Dans le nord Katanga, hostile à Tchombe, on change le souvenir de Lumumba. Les guerriers Baluba, souvent ivres de chanvre, sont redoutables. Ce sont les mêmes qui, 2 ans plus tard, seront les combattants de la rébellion mouléliste. Jason Sendwe, chef des Baluba du Katanga, a 42 ans. Son destin politique sera de courte durée. Il mourra en 1964, tué par un Simba ou un soldat de l'armée nationale congolaise. Nul ne le saura jamais. De temps en temps, les Baluba capturent de soi-disant espions de Tchombe. Quelle que soit la cause, quelles que soient les circonstances, quel que soit l'homme, dans la tragédie congolaise, il n'y a qu'une seule loi, malheur aux vaincus. Entre-temps, la force publique est devenue l'armée nationale congolaise qu'il faut sans cesse organiser et réorganiser. Le général Mobutu peut compter sur ses fidèles paras, très bien payés et nourris, mais les autres sont souvent au bord de la mutinerie quand ils ne basculent pas dans la rébellion ouverte. Les conseillers blancs ne manquent pas, des Belges, des Israéliens, des Américains. Mobutu avait alors un principe, la politique aux politiciens, l'armée aux militaires. L'armée ne s'occupera plus jamais de la politique. Si l'armée, au mois de septembre 60, a pris position dans l'événement, n'est-ce pas, qui se déroulait sous nos yeux, c'est parce que le pouvoir n'existait pas, le pouvoir était inexistant. Alors, l'armée a cru de son devoir de faire quand même quelque chose pour le prestige de ce pays, c'est ce que nous avons fait. Et tout le monde, à mon avis, on était content et doit en être content. Et comme la situation tend maintenant à s'éclaircir, il ne sera plus question pour l'armée de se mêler de quoi que ce soit. Les politiciens sont payés pour ça, ils doivent tirer leur plan. À Loulouabourg, l'armée s'était mutinée en cette fin 1962. À vrai dire, l'armée nationale n'avait jamais cessé de se mutiner depuis 1960. À cette mutinerie s'était ajouté le massacre par les soldats de 13 aviateurs italiens à Kindu. Il y avait les brutalités, les sévices, les viols, les massacres. Le colonel Djokou, commandant la place de Loulouabourg, ami personnel de Mobutu, avait été arrêté par les mutins. Fort heureusement pour lui, la violence des militaires ne fut que verbale. Ils m'ont dit, colonel, nous n'avons pas besoin de votre réponse, vous êtes arrêté, mais seulement nous vous prévenons que nous allons maintenant descendre en ville, arrêter tous les Européens. Et moi je leur posais question, je dis, pourquoi vous voulez faire cela, sans mon autorisation? Il me dit, vous n'avez rien à voir parce que vous faites partie des Européens. Ce sont vos frères.
Je ne pouvais pas, moi, commandant en chef, accepter de pareils actes qui salissent l'honneur de l'armée nationale et de ce pays. Et ils seront sévèrement châtiés. Le Premier ministre l'a d'ailleurs dit dans son dernier message à la nation. Pourquoi cette mutinerie? Parce que vous avez des politiciens derrière. Depuis toujours, je n'ai jamais cessé de le dire. Il y a des politiciens qui, parce qu'ils ne s'entendent pas entre eux, ils vont trouver les militaires. Voilà, il y a des paras-belges qui sont arrivés. Votre colonel est au courant. Votre colonel ne dit rien parce qu'il a touché l'argent de Tchombe. Il accepte la présence des parachutistes belges et des espions belges ici à Luluabour. Tous vos plans d'opération contre le Katanga sont connus de Tchombe à cause de ces espions. Ils ont des postes émetteurs. Vous devez, n'est-ce pas, agir vite si vous ne voulez pas être débordé. Général, après les incidents de Luluabour, même ici à Léopoldville, certains Européens craignent que vous n'ayez pas l'armée totalement en main, craignent que vous soyez dépassé par la situation. J'aimerais une réponse de votre part. J'ai toujours mes troupes en main. Je ne serai jamais dépassé par la situation. Et au point de vue garanti que je peux donner, je ne parlerai que des 3 provinces qui sont sous mon contrôle. Bien que commandant en chef de toute l'armée nationale congolaise depuis la réhabilitation du général Lundula, je suis encore à ce moment incapable, il n'y a pas de honte à cela, je suis incapable de contrôler la situation dans les 2 provinces du Kivu et de Saint-Léville. Mais en ce qui concerne Léopoldville, l'Équateur et le Kasaï, vous pouvez être certain que j'ai mes troupes en main, que l'ordre doit régner et l'ordre régnera. Le général Mobutu avait dit « Les mutins seront sévèrement châtiés, ils sont à la prison de Ndolo ». De fait, ils y étaient. Y étaient-ils tous? Tous les mutins ne se laissent pas nécessairement arrêter. Beaucoup prennent la fuite avec armes et bagages et s'en vont terroriser les populations. Il y avait ainsi au Congo de vastes zones d'insécurité, non seulement pour les Blancs, mais surtout pour les villageois. Après la mutinerie de Luluabour et le massacre de Kindu, le Premier ministre Adoula fait un discours d'une très grande rigueur morale. Congolais, Congolaises, aujourd'hui, je suis encore plus écœuré et dégoûté de certains de mes frères congolais. Honte aux unités de Luluabour qui ont brutalisé et violé. Honte à celles qui pillent à Albertville. Honte à celles qui, à Kindu, ont assassiné. Là ne sont pas les tâches d'une armée qui se veut digne. Dans les 3 villes que je viens de citer, elle sème le désordre. Elle se conduit comme un ramassis de mutins et d'inconscients. Le gouvernement réprouve les actes de banditisme qui ont été commis à Albertville, à Kindu et à Luluabour. C'est l'indépendance de la République qui est en jeu, c'est son existence même. Congolais, Congolaises, aidez-moi. Cyril Adoula, 39 ans, est Premier ministre depuis août 1961. Il le restera jusqu'en juillet 1964. Cyril Adoula préside un difficile gouvernement d'union nationale. Kasavubu, le père de la nation, homme prudent et taiseux, refait toujours surface après toutes les tempêtes congolaises. C'est un monarque énigmatique dont la mémoire est redoutable. Il n'oublie rien, ni ses amis, ni ses ennemis. Tchombe est incontestablement populaire, à la fois auprès des Blancs et auprès des Noirs. L'exercice du pouvoir lui a donné une certaine maturité. Cet homme de 42 ans ne savait pas encore qu'il allait avoir un destin national. De Tchombe, on a dit beaucoup de choses. D'assassin de Lumumba à M. Kirouarkes, les qualificatifs n'ont pas manqué. En ce qui concerne l'argent gagné grâce à la politique, d'autres deviendront infiniment plus riches que Tchombe. Ceci dit, l'argent pour Tchombe était un attribut du chef.
que les gens qui m'ont élu avaient confiance en moi et je ne voudrais pas du tout les décevoir. En ce qui concerne autre chose, vous savez que toute notre famille, ce sont les hommes d'affaires. Ma famille est très riche, tous mes frères sont riches. Mon père a été commerçant, mes frères sont commerçants. J'ai moi-même mes usines, n'est-ce pas? J'ai ma concession de 300 hectares, j'ai mes vaches, j'ai deux minoteries, n'est-ce pas? J'aurai toute la possibilité de vivre plus heureuse que maintenant. Sur le terrain, casques bleus et gendarmes katangais s'observent. Après 2 épreuves de force manquées, les casques bleus s'organisent. À chaque sortie de la ville, il y a des barrages. Le piège se referme sur 12 000 Européens et 200 000 Noirs. Les femmes katangaises manifestent. Une manifestation qui est loin d'être spontanée. Il s'agissait en quelque sorte d'éprouver la valeur guerrière des casques bleus Gourkha, réputés être des soldats d'élite. Bien entendu, il y a des victimes. Exploité comme toujours à des fins politiques, Moïse Tshombe bluffe une dernière fois alors qu'il sait que la fin est proche. Du côté katangais, nous n'avons pas aucune intention, n'est-ce pas, de faire la guerre. Mais du côté ONU, si l'ONU se lance de nouveau à faire la guerre, c'est la fin de l'ONU. Le hasard de la guerre, c'est cela aussi. Des hommes pris entre 2 feux, par exemple, entre les mercenaires et les casques bleus. Le 3e round entre casques bleus et katangais est commencé. Pour les mercenaires, ce n'est plus qu'un baroud d'honneur. Tadé est là-bas. Installe-moi l'antenne radio. Pas non plus, vous êtes finalement venu? Quelques combats, quelques victimes de plus, une défaite pour les katangais, une amère victoire pour les casques bleus, dont la réputation ne sortira pas grandie de leur expérience congolaise. Le 14 janvier 1963, dans son réduit de Kolwezi, Moïse Tshombe capitule et annonce la fin de la sécession katangaise. Une victoire militaire totale de l'ONU ne peut finalement pas bénéficier au peuple congolais. Par conséquent, nous sommes prêts à proclamer immédiatement devant le monde que la sécession katangaise est terminée. À laisser aux troupes des Nations Unies la liberté de mouvement dans tout le Katanga, à rentrer à Elisabethville pour y régler les modalités d'application intégrale du plan TAM. On trouve encore un peu de temps pour enterrer les morts, mais c'est la débâcle. Tshombe partira en exil, mais il reviendra. Pour les mercenaires, c'est la course au passeport et à l'argent. À mon avis, je crois que nous sommes rentrés dans la danse à Tomboué. Et je crois que si ces messieurs de l'ONU sont honnêtes, ils ont quand même souffert. Mais ce n'est pas la fin du drame congolais.
Au Kwilu, sous l'impulsion de Pierre Moulélé, ancien ministre de Lumumba, c'est la rébellion. Une sorte de jacquerie, une révolte paysanne contre le pouvoir de Léopoldville. Les Européens, une fois de plus, sont menacés. La rébellion durera près de 2 ans. Elle gagnera la moitié du Congo. Comme presque chaque année, depuis 1960, ce sont les réfugiés, les ponts aériens, les récits dramatiques. À chaque fois, une question sans réponse. Pourquoi ce chaos? La décolonisation mal préparée n'en finissait pas. Les moulélistes iront dire aux villageois, nous vous apportons l'indépendance. Maintenant, vous êtes libres. Ne l'était-il donc pas? Les premiers rebelles moulélistes sont arrêtés. Leur sort ne fait pas de doute. La peur engendre la cruauté. La rébellion mouléliste gagne de proche en proche la moitié du Congo. Les hommes au pouvoir à Léopoldville sont inquiets et impuissants devant ces guerriers mal armés. Les jeunesses moulélistes, les Simba, les lions, ne craignent rien, car ils ont reçu le baptême de Moulélé, Moulélé Maille, l'eau de Moulélé. Les féticheurs leur ont donné des pouvoirs magiques. Ils se croient invulnérables, les villageois le croient aussi. Les rebelles, soumis à l'eau comme les autres, vivent de réquisitions et de contributions plus ou moins volontaires. Certains, moins scrupuleux et peu soucieux des principes moraux de la révolution mouléliste, rançonnent aussi bien les Européens que les villageois s'en défendent. Ils se voulaient craints, ils l'étaient souvent. Juillet 1964, la rébellion était à son apogée. C'est alors la grande offensive de l'ANC dans l'est du Congo. Le général Mobutu est sur place, mais comment donner du courage à une armée qui, elle aussi, croit que les moulélistes ont des pouvoirs magiques? Une armée qui veut n'importe quoi, qui est prête à n'importe quoi, sauf à combattre. Les Simba dansent sur la route en chantant Moulélé Maille, eau de Moulélé. Les Simba sont fauchés par les mitrailleuses lourdes. Les guerriers armés sont beaucoup plus loin. Sur le terrain, le général Mobutu surveille la contre-offensive. Que pense-t-il de son armée? Les Simba, de très jeunes gens, des enfants parfois. Ils agonisent sur la route et dans la brousse depuis 4, 5 heures. Drogués aux chambres, leur agonie se prolonge. Les Simba sont à présent inoffensifs, mais les soldats ont peur. Ils auront toujours peur. L'ennemi est là, partout, invisible. On achève cruellement les mourants.
Les rebelles tirent sur nous et sur le général Mobutu. Cela ne remonte pas le moral des troupes. Les soldats sont prêts à abandonner. Ils allaient au combat dans des camions en marche arrière pour fuir plus vite à la moindre alerte. Un adjudant de l'ANC tué à coups de machette, nous aussi nous allons avoir peur. Un prisonnier, lui aussi a peur. Il sait ce qu'il attend. Vous êtes content de votre armée nationale, général? Je suis content de cette armée parce que, d'abord, je me considère comme un chef vraiment aimé et écouté. Chaque fois qu'on me dit que ça ne va pas là-bas, j'y arrive, et à l'instant même où j'arrive, il n'y a plus rien. Mais on dit que vous êtes très optimiste, que c'est votre nature. Je suis de nature optimiste parce que je vois toujours la vie, n'est-ce pas? Je prends la vie du bon côté. Et en ce qui concerne mon armée, lorsque je dois me considérer comme un chef aimé et écouté par les troupes et les cadres, c'est déjà très important. L'exemple du Kivu est là. Vous l'avez vécu. Il n'y a pas donc de très graves problèmes pour vous? Les problèmes sont graves, il ne faut pas les minimiser. Mais il ne faut pas non plus se décourager ou se laisser faire. Le jour où nos dirigeants politiques se mettront d'accord pour faire de ce pays un grand pays, moi je crois sincèrement que je serai moi aussi en mesure de faire de l'armée nationale congolaise une armée vraiment digne de ce nom. Survivant de toutes les crises, le président Kasavubu est de toutes les cérémonies. Son adversaire d'hier, Moïse Tshombe, est revenu au pouvoir après plus d'un an d'exil en Europe. Tshombe est Premier ministre, il a été rappelé aux affaires pour mettre fin à la rébellion et apporter aux Congolais du manioc, des cigarettes et de la bière. J'ai comme souci redresser la situation économique du Congo, donner du travail, donner du pain à la population, aider cette population à avoir une vie meilleure, à vivre comme des gens. Les revoici, les mercenaires, cette fois pour mettre fin à la rébellion. Avec le retour de Tshombe, les choses sont simples. L'argent est là, on va le gagner en allant casser du mouléliste. Le promoteur de cette colonne militaire vers Stanleyville, c'est le colonel Van de Waal. Il a baptisé cette opération Omegang parce que comme l'Omegang bruxellois, ce convoi militaire est quelque peu hétéroclite. Fin novembre 1964, direction Stanleyville, où Christophe Beignet, président de la République populaire du Congo, détient des centaines d'Européens en otage. Peu de résistance de la part des moulélistes, ils n'ont même pas fait sauter les ponts ni piégé la route. Au détour de la conversation et de la promenade militaire, une femme, la seule du convoi. Et vous êtes porté volontaire pour cette expédition? Oui, monsieur. Pour quelle raison? Parce que j'aime l'Afrique et en même temps j'aime secourir les gens. D'autant plus les Européens qui sont ici. Pourquoi d'autant plus les Européens? Parce que les Noirs n'en valent pas la peine. Comme chaque fois, comme toujours, malheur aux vaincus. La colonne ANC mercenaires fait sa jonction avec les para-belges qui avaient sauté sur Stanleyville le 24 novembre.
Au plan international, la Belgique, comme en 1960, avait été critiquée sévèrement. Dans tous les cas, les ordres donnés aux parachutistes sont formels, comme je l'ai dit ce matin dans mon discours. Ils ne doivent user de la force qu'en cas de légitime défense ou pour sauver des vies, mais ils ne doivent pas se livrer à des opérations militaires. Par conséquent, j'espère que ces instructions auront été suivies et que nous n'aurons pas à déplorer la perte de vie de Noirs qui auraient été tués par les parachutistes belges. Encore les réfugiés, le pont aérien, les témoignages. Selon certaines estimations, la rébellion de fin 63 à fin 64 aurait fait de nombreuses victimes. Une centaine d'Européens massacrés et au moins 100 000 morts congolais. Fin novembre 1965, le président Kasavubu est toujours là, ronronnant dans son uniforme blanc de commandant suprême des armées. C'est la dernière parade de Kasavubu. Quelques heures plus tard, le 24 novembre 1965, le lieutenant-général Mobutu prendra le pouvoir. Lieutenant général Joseph Mobutu. Par ordonnance numéro 400 du 3 novembre 1965, prise par nous, le commandant en chef de l'armée nationale congolaise, le général-major Mobutu, Joseph Désiré, ici présent, est nommé lieutenant général de l'armée nationale congolaise à la date du 1er janvier 1965. L'histoire va s'accomplir. Et selon le mot de Malraux, la mort va transformer la vie de quelques-uns en destin. Kasavubu sera destitué définitivement cette fois. Il mourra modestement comme il a vécu 4 ans plus tard. Mobutu sait déjà que le pouvoir suprême va bientôt lui appartenir. Officiers, sous-officiers, caporaux, soldats et armée nationale congolaise. Lelo tozalaki na cérémonie pour na kokanisa baninga batikaki biso na service commandé. Oyo bazwaki mitindu ya kosala eloko nini discipline esengi bango. Votre sentiment à propos du coup d'État du général Mobutu? Mais c'était une mesure salutaire. Parce que si le général Mobutu n'avait pas fait ça, je crois probablement moi-même et quelques membres les partisans de mon parti ne seront plus vivants. Pour le moment, nous allons essayer de faire tout pour aider le général Mobutu, parce qu'il est décidé de mettre l'ordre au Congo. Nous sommes décidés aussi de l'aider. Il a pris le pouvoir pour 5 ans. Évidemment, il a pris le pouvoir pour 5 ans. Nous allons tâcher de l'aider pour qu'il réussisse dans l'intérêt de tout le monde. Vous estimez que 5 ans étaient nécessaires? Il faut, dans une certaine mesure, qu'il n'y ait pas tout le temps les changements de gouvernement, des autorités comme ça. Vous comptez participer au prochain gouvernement? Nous avons mis nos hommes, il y a beaucoup de membres de la CONACO, d'ailleurs ils sont majoritaires dans ces gouvernements. Et vous-même? Moi je resterai en dehors. Moïse Tshombe s'est trompé. Il n'y a plus de place pour lui sur le devant de la scène politique. Cet homme de 46 ans a joué et perdu. Il reprendra le chemin de l'exil. En juin 1967, il sera enlevé et mis en résidence surveillée à Alger, où il mourra en 1969. S'il avait été extradé à Kinshasa, sans doute aurait-il connu le destin tragique de Lumumba.
Vous allez être président de la République pour 5 ans. Ça continuera pendant 5 ans. C'est absolument nécessaire selon vous, pour quelles raisons? Pour les raisons, n'est-ce pas, que jusqu'ici, nous avons constaté, je dis nous, pas moi, c'est-à-dire l'ensemble des chefs militaires, qu'il manquait de discipline chez nos hommes politiques. Alors pendant 5 ans, nous allons imposer la discipline dans tous les domaines, politiques, économiques, financiers. Vous rétablirez rapidement la paix sur tout le territoire? C'est la tâche à laquelle nous allons être appelés. Et vous aurez les mains plus libres que du temps des politiques? Mais bien sûr, j'ai toute mon armée avec moi. Tout est maintenant entre les mains, n'est-ce pas, du général Mobutu et de l'armée nationale. Et la discipline dans tous les domaines sera instaurée. « 24 novembre 1965, une page de l'histoire du Congo est tournée. On va découvrir, ou on croit découvrir, la valeur de l'authenticité et de la négritude. Le Congo deviendra le Zaïre, Léopoldville, Kinshasa, Joseph Désiré Mobutu, le président Mobutu Sese Seko Kukunbangu, mais ceci est une autre histoire. Les gars au bas là. 25 pour 24. Oui, 5-5. On prépare tes affaires quand même, hein, Patrick, parce que au fond du boulevard, toi tu n'entends peut-être pas, mais ça tire sec, c'est pas des petits trous, hein. Ça dure pendant longtemps, hein. Ça tire de mon côté aussi. Kinshasa, un matin de septembre 1991. Je suis soudain réveillé par des coups de feu, les militaires sont dans la rue. Rapidement, je décide d'aller voir de plus près ce qui se passe et j'emporte ma caméra vidéo amateur. La révolte a éclaté au milieu de la nuit, quand les militaires sont sortis de leur caserne pour protester contre les retards de paiement de leurs maigres soldes. Les soldats se lancent dans des pillages, forment des barrages, réquisitionnent des véhicules. Provoquées par la faim, les émeutes ne font que commencer. Elles vont durer plus de 2 ans. Dans les heures qui suivent, je rejoins dans leur maison Aubert et José, un couple zaïro-belge dont j'ai fait la connaissance voici 2 semaines. Oh, regarde les garçons, ils reviennent avec des objets volés. Vous les voyez sur la route. Ils sont passés avec toute une cuisse de vaches.
Le militaire avec son paquet. Avec son paquet, il vient pour essayer d'intercepter les paquets des autres. Et maintenant, il est déjà l'empêche. Poussée par la misère, la population civile s'est jointe aux militaires. Les troubles ébranlent tout le Zaïre, ce grand pays d'Afrique centrale qui s'est longtemps appelé Congo belge, et puis en 1960, lors de la décolonisation, tout simplement Congo. Aujourd'hui, le Zaïre a connu 35 années d'indépendance jalonnées d'événements sanglants, et depuis 30 ans, une dictature s'y confond avec son chef, Mobutu Sese Seko Wazabanga, maréchal président. Dans le centre-ville, les gendarmes chargés de la protection de l'ambassade de Belgique prennent de plus en plus de risques afin de protéger des Européens en difficulté. Sans le savoir, emporté par les événements, je commence un documentaire sur la vie des Blancs installés au Zaïre, un film qui va m'emmener au fin fond du pays. Heureusement qu'ils sont arrivés, c'est à 3 minutes près. La dernière fois, ils étaient une trentaine et ils étaient décidés à nous tuer. On leur a dit qu'on avait déjà donné tout l'argent, mais ils ne nous croyaient pas. Et ils ont forcé la maison, ils ont tout pillé, ils ont tout saccagé. Moi, c'était terrible. Après, ils ont voulu me tuer, moi. Parce que moi, j'ai riposté. Moi, je me suis défendu, puis après, c'était tellement... Les types m'ont dit, prends tes affaires, prends ta femme, pars, ils vont te tuer. On est parti, parce que moi, j'ai tiré en l'air, mais ça sert à rien. 1000 personnes, ça va, mais quand il y en a 10 000, 15 000 qui rentrent dans votre parcelle... Ils ont tout pillé devant vous? Bon, on était en dessous de la paillote. Et on est resté calme, on a dit, le plus important c'est notre vie. Alors, on est sauvés. Il ne faut pas réagir, c'est la seule chose qu'il faut faire, il ne faut pas réagir. Devant l'ambassade de France, c'est la panique. Quelques expatriés arrivent là par on ne sait quel miracle. Vous n'avez rien prévu, vous n'avez rien fait. Moi je suis barricadé dans ma maison, je reçois une balle là, on me tire dessus. Ils sont rentrés dans la maison ou quoi? Laissez-les casser surtout. Ne résistez pas, laissez-les casser, ils vous feront rien. Dès leur arrivée, les militaires français se donnent pour objectif de contrôler une partie de la ville. Cela ne se passera pas sans mal. La fille, tu ne tires pas! Lors d'un échange de coups de feu, des militaires français opèrent en tir croisé. Une balle ricoche, l'un d'eux est touché, il meurt quasi sur le coup. Le montant en poids, l'ordinateur. Mais c'est là, venez voir quand je retrouve. Le soir, j'accompagne un expatrié dont on vient de piller la maison. Guy Verstraete est belge. Il vit au Zaïre depuis 10 ans. Il est le photographe officiel du président Mobutu. Combien de pillages ici? 3. C'est 3 années. Sûr? 15 jours. Depuis le 23. Donc maintenant, il y a plus rien. Bien, ouais. Et cette fois-ci, c'était qui? Pierre militaire. C'est tout, hein. Et heureusement qu'on est encore venu. Parce qu'il est resté pendant les fameux 2 jours. Guy Verstraete n'a aucun doute. Pour lui, les voisins et son ancien boy sont complices des militaires. Et vous allez! Avance! On nous à moi
Quand on leur a dit que non, volez. Alors ils ont voulu attraper le voleur pour lui amener ici chez vous. Les militaires, les boys, les voisins. Ici comme ailleurs, les pillages ravivent ces dizaines d'années d'inégalité, de mépris et d'incompréhension entre communautés blanches et noires. Tu es un voleur. Non. Tu es un voleur. Tu es un voleur. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça, mon Dieu? C'est quoi ça? C'est un voleur. Demandez à monsieur du calme. C'est quoi ça? José, restez là. Tika, hein? Et vite, hein? Oui, tu vas voir ça. Parce que moi je vais rester. Et toi, hein? Et José, je vous aurai. Eh bien, hein? Demandez à José, patron. Demandez à José, patron. Là-bas, ce sont les voleurs qui ont demandé à José. Monsieur, moi, tu as volé 15 jours avant. Moi je peux prosterner comme ça. Pardon, parle-moi, hein? Moi je ne vais pas prosterner. Je ne suis pas votre boutou. Moi je suis pas votre part. Vous savez, et pourtant que j'ai suivi le volet là jusque-là, et puis j'ai amené les personnes là, patron, vraiment. Tu vas finir. J'ai arrêté les personnes là. Tu vois l'arbre. J'ai amené jusqu'ici. Tu as vu l'arbre. Pourtant que moi je. Tu as vu l'arbre qui est là. Tu vas finir dans l'arbre occupé à manger le fruit. Tu n'auras rien d'autre. Patron. Voilà où tu vas arriver, mon cher. Tu mets toujours mon patron. Non, je dois vous appeler tout c'est fini, c'est terminé. Je t'ai éliminé. Tu vas terminer dans l'arbre. Et tu vas te manger comme un cerf. Bien content. Patron, vous êtes mon patron. Devant les ambassades, c'est l'afflux d'expatriés. Un premier convoi s'organise. Il s'agit de gagner le port fluvial de Kinshasa. Tout le monde la même chose, comment? Vous avancez là? L'histoire se répète. Comme en 1960, en 74, en 78, ces hommes, ces femmes et ces enfants repartent vers leur pays d'origine. Une fois de plus, ils quittent cette terre africaine où il reste des étrangers. Il y a plus de 30 ans, les Belges, anciens colonisateurs, étaient ici au nombre de 110 000. Il en reste un peu moins de 3 000. La moitié d'entre eux sont des missionnaires. Pour beaucoup d'expatriés, ces départs signifient chute des bénéfices, pertes financières et fermeture d'entreprises. Pour de nombreux Aïrois, ils sont synonymes de chômage et de misère.
Georges Mounen est l'un de ceux qui ont décidé de rester au Zaïre. Il occupe sa maison avec son boy et ses 2 chiens. Georges est belge, il a 3 enfants, pilote d'aviation, il travaille au Zaïre depuis 22 ans. Tous les gens venaient piller les maisons, alors moi je suis sorti, donc ici à la porte, avec mon fusil ici, mon automatique, je suis sorti. Et c'est de là, dont les gens descendaient en foule, que nous avons commencé à tirer. Et par toute chance, nous avons pu parvenir à maintenir la foule grâce au fusil automatique que voici. Et ma femme tirait à l'intérieur avec un GP. J'ai Pedro aussi, ici avec moi, qui nous donne un coup de main, qui me donne un coup de main pour la surveillance. La femme et les enfants? Les femmes et les enfants sont pour le moment en Europe, par sécurité. Toujours le même problème, là, par sécurité. Vous êtes nombreux à être en contact l'un avec l'autre?